Bienvenue à tous pour la suite de ce cycle de conférences sur le sens de l'art, dans une conférence que je consacrerai aujourd'hui à la question du génie. Qu'est-ce que c'est que le génie? C'est une notion rebattue et néanmoins vague, mal comprise, difficile à définir pour beaucoup de monde. Alors, que signifie-t-elle? Elle est apparue, cette notion, pour dire les choses rapidement, au tournant de la Renaissance. Dans le vocabulaire de ces hommes de la Renaissance qui voient s'abattre sur l'Europe une pluie de génies. Michel-Ange, Léonard de Vinci, Titien, Raphaël, et j'en passe. Alors, c'est une notion nouvelle. Ce n'est pas une notion du vocabulaire médiéval ni antique. Néanmoins, que signifie-t-elle dans l'Antiquité où le mot existe? Dans le vocabulaire latin, genius, ce sont les génies, ce sont les esprits. Et ce mot genius en latin, on le trouve par exemple chez Marc Aurèle, vous le trouvez dans les pensées de Marc Aurèle, n'est-ce pas? Livre 3, paragraphe 2 par exemple. Ces esprits, on les trouve aussi dans l'Antiquité grecque. Genius est la traduction donc du grec daimon, ou angelos, daimon qui servira à former le mot moderne démon, qui signifie lui aussi une forme d'esprit mauvais, méchant, mais une forme d'esprit. Angelos, de son côté, c'est le terme grec qui servira plus tard à former le mot ange. Donc on peut dire que dans le vocabulaire grec et romain, les mots que j'ai évoqués, daimon, angelos, genius en latin, renvoient à des réalités spirituelles. Ce sont des termes, disons, du vocabulaire philosophique et religieux. À la Renaissance, le génie va désigner tout autre chose. Il va caractériser des êtres humains. On peut dire que Michel-Ange est un génie, que Léonard de Vinci est un génie. Dans l'Antiquité grecque ou romaine, les hommes n'étaient pas des génies. Tout au plus avaient-ils du génie. En fait, ils avaient pour les protéger des génies, c'est-à-dire des anges gardiens. Mais ils n'étaient pas des génies. Ce terme ne s'utilisait pas avec le verbe être. Bien, comme un qualificatif. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être un génie? Le terme apparaît là, au tournant de cette Renaissance dont Émile Gombrich, vous le connaissez sans doute, ce très grand historien de l'art, nous dit dans son Histoire de l'art, au chapitre 15, que la Renaissance est, je le cite, un des sommets de l'art de tous les temps. Bon, pour cette raison, justement, que c'est une époque de l'histoire de l'art qui voit proliférer les génies sur tout le sol de l'Europe. Alors, la Renaissance, redisons-le pour faire court, la Renaissance invente le génie qui est la figure de l'artiste, la figure du grand artiste. Ce génie va désormais s'opposer à l'artisan avec lequel il était finalement confondu jusque-là. On ne distinguait pas l'artiste de l'artisan dans l'Antiquité grecque ou au Moyen-Âge. L'artisan, c'est le technicien dépositaire d'un savoir, d'une habileté technique, d'un savoir-faire, est capable d'une performance qui peut aller jusqu'à la virtuosité. Ça, c'est sûr. Mais la virtuosité, ce n'est pas le génie. Il y a quelque chose de plus dans le génie que dans la virtuosité. Il y a quelque chose de plus dans le grand artiste
que dans l'artisan. C'est la raison pour laquelle, depuis la Renaissance, je crois que c'est bien à raison qu'on sépare ces deux figures. Alors, qu'y a-t-il de plus? Peut-être que pour y voir un peu plus clair, nous pouvons consulter l'exemple de Michel-Ange. Michel-Ange, bon, génie universellement connu, l'auteur a 29 ans de ce David, partout reproduit, qui est rendu public en 1504. C'est l'auteur du plafond de la Sixtine, et plus tard aussi du mur du fond de la Sixtine, ce mur du jugement dernier. C'est l'auteur aussi du dôme de Saint-Pierre de Rome. Donc, Michel-Ange est un jeune homme qui commence comme sculpteur, qui connaît son apothéose, si je puis dire, comme peintre, sous Jules II, sous le pape Jules II, en peignant le plafond de la Sixtine, et puis qui consacrera la fin de sa vie à la réalisation du dôme de Saint-Pierre comme architecte. Voilà, sculpteur, peintre, architecte, bon, un génie complet, à n'en pas douter. Mais qu'est-ce qui fait que c'est un génie? Parce que, disons-le tout de suite, ce n'est pas le travail. Évidemment, on est abasourdi par la somme de travail abattue par Michel-Ange. Mais les virtuoses aussi travaillent énormément. Et ils atteignent dans leur art une maîtrise technique absolument extraordinaire, au prix d'un travail acharné aussi. Donc ce n'est pas le travail qui distingue le génie du virtuose. Je crois que c'est tout autre chose. Je crois que c'est le fait que chez le virtuose, ce que nous admirons, c'est le virtuose lui-même. On peut dire que dans le virtuose, nous admirons la virtuosité, ou que dans la virtuosité, nous admirons le virtuose, qui se donne un petit peu comme un spectacle, qui nous donne à admirer en spectacle sa maîtrise technique. Le génie nous fait admirer une beauté, derrière laquelle il s'efface, au moins pendant le temps de la contemplation de l'œuvre, parce qu'il est vrai que Michel-Ange ne se prenait pas non plus pour n'importe qui. On l'appelait le divin Michel-Ange, et il n'appréciait guère qu'on le compare à un sculpteur. Bon, certes, mais quand nous contemplons son travail, eh bien, ce n'est pas Michel-Ange que nous voyons, mais il y a dans le sujet représenté, il y a dans l'œuvre quelque chose qui est admirable en soi. Et c'est ce que Michel-Ange appelle la beauté. Cette beauté, nous dit-il, est une image de la perfection. Voilà, je crois que c'est ça la différence entre le génie et le virtuose. Dans le virtuose, nous admirons la perfection technique, qui n'est finalement qu'une perfection de deuxième ordre. Alors que dans la beauté, nous admirons une perfection divine, surnaturelle. Et c'est bien ça que Michel-Ange a, mais je ne dirais pas la prétention, disons, l'ambition de représenter. Comment s'y prend-il? Par une méthode un petit peu particulière, alors qui, pour le coup, le rapproche des anciens et de l'Antiquité. Je disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas confondre le sens grec ou latin du génie avec le sens moderne du génie, mais je vous rappelle tout de même que ce que nous appelons Renaissance, c'est la renaissance de l'esprit grec et romain de l'Antiquité. C'est une reviviscence de l'Antiquité. Donc il ne faut pas manquer de rappeler que, malgré les différences d'époque, du temps est passé, cependant, Michel-Ange, comme beaucoup d'artistes de la Renaissance, sont à l'écoute des anciens, à l'écoute de cette sagesse et de cette philosophie des anciens qui consiste à dire
que le grand art est imitation de la nature, que le faire de l'artiste, le poiein, comme on disait en grec, poiein c'est le verbe faire, le poiein de l'artiste tient tout entier à une certaine mimésis. Mimésis, d'où dérive en français le mot mimétique, c'est l'imitation. L'artiste imite la nature. Et c'est en imitant la nature qu'il en fait ressortir la beauté. La beauté, c'est l'image de cette perfection qui se trouve dans la nature, dans la création. Alors, ici, le mot imitation, disons-le tout de suite, est un piège immense parce que quand nous entendons imitation, évidemment, nous pensons à copiage, nous pensons à reproduction, nous pensons à duplication. Or, l'artiste fait tout sauf recopier servilement des formes qu'il verrait devant lui sous ses yeux. En fait, cette imitation, disons-le maintenant, Heidegger l'a longuement souligné, ou Jean Beaufret par exemple, sur la base d'une relecture de l'œuvre d'Aristote. Ce que les Grecs veulent dire quand ils parlent d'imitation, c'est que sous ce mot d'imitation, ils désignent tout autre chose. Ils parlent d'une certaine capacité de l'artiste à écouter ce qui est là en potentiel dans la matière de l'œuvre. Par exemple, le sculpteur imite la nature, non pas tant parce qu'il imiterait dans le marbre une forme qu'il a observée à l'extérieur, non pas tant parce que, par exemple, le discobole de Miron imiterait la beauté de ces beaux corps de garçons qui gagnent les Jeux Olympiques, que parce qu'il est capable de faire émerger du marbre, émerger de la pierre, des profondeurs de la pierre, une forme qu'il a le sentiment d'y voir inscrite. Il pressent dans la pierre une forme qu'il se contente simplement de faire émerger. Comme dira plus tard un autre sculpteur, il enlève simplement ce qui est en trop. Donc il ne met pas la matière en forme, mais il laisse advenir la forme qui préexiste dans le marbre, qui s'y trouve déjà. Là est toute la méthode, la clé du génie. Alors vous voyez, c'est tout à fait différent de la virtuosité qui consiste par la répétition de certains gestes à acquérir une maîtrise technique. En écoutant la nature, en se mettant à l'écoute de la nature, en imitant la nature, au sens grec du terme, je le répète encore une fois, un sens totalement différent de celui que nous lui donnons nous aujourd'hui. Eh bien, en écoutant la nature, l'artiste en fait voir la beauté. Et il a l'ambition d'en dire en quelque sorte la vérité. Le discours de l'artiste, que ce soit un discours sculptural, pictural ou architectural, appelons ça un discours si vous voulez, c'est une certaine manière de dire une vérité de la nature. Voilà, je crois que là, il y a quelque chose de très important et qui ne se trouve pas dans l'exercice virtuose de l'art. Je crois que le pianiste qui joue très bien du piano, donc la virtuosité en piano, je me suis laissé dire que c'était la capacité à faire un très grand nombre de notes, à faire le plus grand nombre de notes possible à la plus grande vitesse possible. Alors, je crois qu'il y a des œuvres comme celle de Liszt, par exemple, qui se prêtent à la démonstration de cette virtuosité, parce qu'il y a beaucoup de notes et il faut jouer très très vite. Bon, eh bien, jouer très très vite, maîtriser le geste qui vous permet d'accomplir, d'exécuter
une œuvre de Liszt à toute vitesse, eh bien, ça peut faire de vous un virtuose. Ça ne fait pas encore de vous un génie. Le génie, c'est celui qui permet au spectateur, à l'auditeur, d'entendre une vérité. Voilà, donc la beauté est en même temps vérité. Voilà l'originalité, je crois, de ce mot, le génie, qui n'existait pas avant la Renaissance. Vous voyez que l'ambition du génie est tout à fait différente de celle de l'artiste, et vous comprenez pourquoi il est quelque chose de plus qu'un simple ouvrier, qu'un artisan avec lequel on le confondait jusque-là. Et vous comprenez aussi pourquoi, du coup, aussi son statut social va changer, son statut économique aussi, puisque vous savez que Michel-Ange gagnait environ 50 fois le salaire moyen d'un ouvrier, donc il y a effectivement là quelque chose qui change. Mais je crois que profondément c'est pour ces raisons-là, parce que des artistes, au sens traditionnel du terme, des artisans capables de virtuosité dans la maîtrise de leur art, on en avait bien avant. On en avait bien avant Michel-Ange et Léonard de Vinci, ces virtuoses qui ont accompli toutes les œuvres gothiques, par exemple, du Moyen-Âge, ce sont aussi de grands artistes. Mais ils n'étaient finalement rien d'autre dans l'imaginaire collectif que des artisans. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux saisir le sens original du génie, et la différence que la Renaissance a introduite entre la figure de l'artiste et celle de l'artisan. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le sens de l'art.